secondes. Ok. Les téléphones sont sur silencieux, faut pas le déranger. 15 secondes. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Générique. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue sur IFP TV, la télévision du Master de journalisme de l'Institut français de presse. Voici les titres de cette édition du mardi 9 mai. Nouvelle donne politique après l'élection d'Emmanuel Macron. Les partis traditionnels, le Parti socialiste et LR se déchirent. Faut-il ou pas rejoindre En Marche pour les législatives ? Ils tenaient chacun un bureau politique. Aujourd'hui, nous serons en duplex de la rue de Vaugirard et Solferino. L'heure de régler les comptes après la défaite. Le Front National entame sa mue pour les législatives. Après le score décevant mais record de Marine Le Pen, il faut trouver les coupables et rester la première opposition face à Emmanuel Macron pour les 2 prochains scrutins. Nous allons vous expliquer les prochains jours du parti. Des images impressionnantes de ces inondations qui sinistrent la moitié est du Canada. Des milliers d'habitants sont concernés. L'état d'urgence a été décrété par les autorités. Et puis légèrement fine, légèrement croustillante, la meilleure baguette de Paris a été désignée vendredi. Elle se trouve dans le 13e arrondissement. Nous irons la goûter sur place. J+2 est déjà sur le pont après son élection à la plus haute fonction de l'État dimanche soir avec près de 67% des voix. Et sa première apparition publique hier à la place de l'Étoile, Emmanuel Macron était aujourd'hui dans son QG d'En Marche. Il est allé s'il serrait des mains, il est allé aussi chez le coiffeur où il a démissionné dans son QG après la démissionné de la présidence de son mouvement. Catherine Barbarou en prend la présidence par intérim, une femme issue de la société civile, donc elle travaillait jusqu'ici dans les ressources humaines, donc une journée active et pour cause, le nouveau président doit se préparer pour les législatives. Lola, vous êtes dans le 15e arrondissement de Paris, en face du QG d'En Marche. La semaine à venir s'annonce lourde d'enjeux pour le nouveau président. La journée a été chargée pour le futur président de la République et pour cause, le calendrier est serré, plus que 10 jours avant la date limite de dépôt des candidatures pour les législatives. Alors Emmanuel Macron a bien conscience de l'importance de ces élections qui pourraient bien être le 3e tour de cette présidentielle. Il est en ce moment même, depuis son QG, en train d'examiner les 577 candidatures de son mouvement pour les législatives. Ce que l'on sait pour le moment de ces candidats, c'est qu'ils seront issus de divers horizons politiques, de la société civile, mais qu'aussi 50% d'entre eux devraient être des femmes. Le prochain gouvernement sera annoncé après l'investiture d'Emmanuel Macron, après donc dimanche prochain. Et pour le moment, Emmanuel Macron ne compte pas bouder les manifestations publiques puisqu'il se rendra demain au Luxembourg aux côtés de François Hollande pour la journée nationale des mémoires de l'esclavage. Merci Lola Baudin-Adriaco. Et cette élection bouscule le paysage politique. 2 jours après l'élection d'Emmanuel Macron, les partis de gouvernement, le Parti socialiste et les Républicains, sont déjà tournés vers les législatives. Les divisions se sont de plus en plus visibles entre ceux qui veulent rejoindre d'un côté le mouvement En Marche et ceux qui veulent rester un parti d'opposition à l'Assemblée nationale. Manuel Valls a été un des premiers d'entre eux ce matin chez nos confrères de RTL à tendre la main à une investiture En Marche. On l'écoute. Je ne suis pas en embuscade. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Donc, comme j'invite d'ailleurs tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron avant le premier tour, ceux qui souhaitaient sa victoire, moi je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République En Marche. Moi, la République, ça me va bien. La République, c'est notre bien le plus précieux.
Et dans la foulée, Jean-Paul Delevoye, le responsable des investitures d'En Marche, a déclaré que le mouvement avait déjà arrêté une candidature sur la circonscription de Manuel Valls et qu'il faudrait alors départager les deux candidats. Il a ajouté pour l'instant que l'ancien Premier ministre n'avait toujours pas déposé de dossier de candidature et qu'il avait sur la plateforme en ligne, comme c'est le cas pour tous ceux qui veulent être investis aux législatives sous la bannière La République En Marche. Il lui reste un peu plus de 24 heures pour le faire. Cette déclaration de Manuel Valls est survenue quelques heures avant le début du bureau politique du PS, où les dirigeants et les élus discutaient de la stratégie à suivre pour les législatives. Bruno Luce et Thibaut Godet étaient sur place. Il va falloir bien des gestes au PS pour expliquer la défaite. Les éléphants du parti se sont rassemblés ce matin pour une réunion de crise. À Solferino, on cherche une ligne de conduite. Notre responsabilité, c'est d'être constructif. En étant socialiste, comme on l'a été, en défendant ce qu'on a fait, en étant capable de proposer et en étant capable aussi de discuter avec le nouveau président de la République. Dans toutes les têtes, le cas Manuel Valls, qui convoite l'étiquette En Marche pour le prochain scrutin, est critiqué par les anciens frondeurs. Il faut qu'on donne le spectacle d'autre chose que ça, que les ambitions personnelles ou les échappées individuelles. Un PS usé par le quinquennat. Conflits, ruptures, trahison, les militants comme Florent ont du mal à se reconnaître. Ils sont tous entretués les uns après les autres. Voilà, et ceux qui sont restés fidèles à leurs convictions, c'est Benoît Hamon et quelques autres, mais enfin, franchement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Une crainte, que Manuel Valls inaugure une fuite du navire PS. Pour rester à flot, le parti entamait son sauvetage cet après-midi. Depuis 15h30, les candidats socialistes aux législatives se sont donné rendez-vous ici, à la Mutualité. Le but, investir 577 binômes et rassembler les forces du PS après la large défaite du parti à la présidentielle. Et à droite aussi, ce matin, un bureau politique se tenait au siège des Républicains. Le parti est loin de faire l'unanimité contre Emmanuel Macron. Tom Rossi, vous êtes sur place devant le siège rue de Vaugirard. Quel est l'enjeu de cette réunion ? Pour la droite, ici rue de Vaugirard, il s'agit de montrer l'image d'un parti uni. Les membres de la nouvelle équipe de campagne pour les législatives viennent à l'instant d'entrer dans le bâtiment. À la fin de ce bureau politique, ils devraient prendre la pause avec leur tête d'affiche, François Baroin. Mais ceci n'est qu'une unité de façade, car le parti est menacé d'implosion. On peut désigner 3 camps bien distincts. Il y a ceux qui ne cachent pas leur proximité avec Emmanuel Macron, comme Bruno Le Maire, ancien candidat à la primaire, qui vient d'ailleurs de réunir ses soutiens à l'Assemblée nationale ce midi. D'autres veulent rester sous les couleurs LR, mais se disent prêts à travailler avec Emmanuel Macron. Parmi eux, nous pouvons citer Nathalie Kosciusko-Morizet, qui a elle aussi participé à la campagne des primaires, mais aussi Christian Estrosi, qui vient de démissionner de la présidence de la région PACA. Il y a également tous les jupéistes et Xavier Bertrand. Et puis en face, il y a les irréductibles, ceux qui souhaitent que LR devienne le grand parti d'opposition. En tête, bien sûr, Laurent Wauquiez et tous les sarkozystes comme Christian Jacob. 3 lignes stratégiques qui siègent en même temps dans un même bureau politique et qui scellent une fracture inédite entre une droite dure et une droite modérée. Quoi qu'il en soit, François Baroin a prévenu que toute personne qui entrerait au gouvernement ou qui porterait les couleurs d'Emmanuel Macron aux législatives retrouverait face à eux un candidat LR ou UDI et perdraient leur étiquette. Merci Tom Rossi. Et Renaud Muselier, un ancien secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a été désigné à la tête de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ce matin. Il succède à Christian Estrosi qui a démissionné pour retrouver la mairie de Nice après 18 mois de mandat. Et revenons donc à la soirée du second tour qui a eu lieu dimanche soir, soirée de la victoire pour Emmanuel Macron au Carrousel du Louvre. Des milliers de personnes étaient rassemblées sur la place pour fêter au sens propre comme au figuré la victoire de leurs candidats. Colline Vasquez et Carole Sauvage sont allées à leur rencontre. Dans le ciel, des milliers de drapeaux bleu, blanc, rouge. Ils sont 10 000 supporters à laisser éclater leur joie. Sur les écrans géants, le discours de Marine Le Pen n'est pas retransmis. La menace frontiste leur semble déjà loin. Marine Le Pen, tu dégages, parce que voilà monsieur le président qui va redresser la France, qui va sauver la France, qui va créer les emplois, qui va changer les choses. Il est humain, il est unique, il n'est pas raciste. L'engouement gagne vite les plus jeunes. Et si certains sont venus profiter de la fête,
Tous n'adhèrent pas pour autant aux idées du candidat En Marche. J'ai voté Macron au deuxième tour, mais j'ai pas voté pour lui au premier tour. Je ne le soutenais pas, j'ai voté par dépit. Quoi qu'il en soit, Emmanuel Macron a beaucoup fait parler de lui chez les plus jeunes. Et même s'ils ne peuvent pas encore voter, il n'y a pas d'âge pour soutenir le plus jeune président de la République. Même si j'ai pas voté, je me sens quand même concernée parce que je me dis dans 5 ans ce sera à moi. Faut que je sache un peu. Donc je me mets quand même à la place de ma mère. Je me dis ce qui va pas et je vois comme ça. Il est près de 23h et le discours du président s'achève. La techno reprend et galvanise les supporters d'En Marche. Les plus jeunes, comme les moins jeunes. Et il y a ceux qui se couchent tard donc et ceux qui se lèvent plus tôt pour aller voir le nouveau président remonter les Champs-Élysées hier matin à l'occasion de la dernière commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale, du quinquennat de François Hollande. L'occasion de rencontrer les gens qui étaient sur place et de prendre la température au lendemain de l'élection. Qu'attendent-ils de leur nouveau président ? Laura Dulieu et Valentin Leroux leur ont posé la question. 2 présidents pour le prix d'un. Lundi, c'était un 8 mai pas comme les autres pour la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des heures d'attente pour cette image, François Hollande saluant une dernière fois la foule des Champs-Élysées. L'événement a attiré les habitués mais aussi les curieux. Certains sont venus de loin. Nous sommes amiénois. C'est pour ça qu'en plus, doublement, nous sommes venus. C'est la première fois. Je suis de Nice, donc première fois à Paris. Les résultats de dimanche soir et la victoire d'Emmanuel Macron sont dans tous les esprits. Parmi le public, des supporters du nouveau président très enthousiastes pour son quinquennat. Je suis optimiste parce que c'est quelque chose de nouveau. Avec Emmanuel Macron, j'espère qu'on aura une France qui sera effectivement aussi plus en relation avec les jeunes et puis un bon dialogue entre les générations. Certains ont bien misé sur le bon cheval, mais d'autres voulaient surtout faire barrage au FN, qui fait 10% à Paris. Satisfaction du résultat donc, mais aussi vigilance. Je suis un optimiste tempéré. Alors optimiste, oui, parce qu'il va y avoir du changement et un peu de jeunesse et un nouveau président peut-être plus ouvert aux questions du XXIe siècle. Et tempéré parce que ce ne sera pas un homme providentiel qui ne pourra pas changer la vie en un claquement de doigts. J'attends en revanche un vrai élan de fraternité entre les Français. Et ça, j'ai du mal à le voir. Les attentes pèsent donc lourd sur les épaules d'Emmanuel Macron, que les badauds n'ont pas pu apercevoir à son départ. Une fois la voiture présidentielle passée, on remballe tout. Tous les invités dans cette tribune sont partis dès le départ de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Ce sont les touristes qui en ont pris possession. Elle sera démontée dans quelques heures. Et la passation de pouvoir de François Hollande à Emmanuel Macron aura lieu dimanche 14 mai, le jour d'expiration du mandat de François Hollande. Marine Le Pen avait réuni quant à elle ses sympathisants dans une guinguette au bois de Vincennes dimanche soir. Une soirée écourtée à 22h par la défaite de la candidate avec un score contenu 33% alors qu'elle en espérait 40. Mais tout de même un record de voix avec plus de 11 millions d'électeurs. La salle s'est vidée progressivement. Morgan Bonnat et Tom Hundenstock ont passé leur soirée avec des militants mi-contents, mi-tristes. Au Chalet du Lac, en région parisienne, militants et cadres du Front National sont venus attendre le score de leur candidate. C'est ici que Marine Le Pen fera son discours à l'issue des résultats. Ses chances sont faibles, mais les militants espèrent faire mentir les pronostics. Est-ce que vous êtes conscient que les sondages depuis 2 ans se sont vautrés de toutes les façons, y compris pour les primaires ? Les sondages se sont souvent trompés. Là, nous entrons, vous voyez, je crois le sourire aux lèvres. On verra. On sera fixé d'ici un peu moins d'1 heure. Mais je pense qu'effectivement, les espoirs sont permis. Marine présidente, tous n'en sont pas sûrs, mais Le Pen opposante, c'est l'enjeu du soir, selon certains. À mon sens, elle ne sera pas élue. Pas cette fois en tout cas. Néanmoins, tant qu'on est au-dessus de 30%, on peut légitimement penser qu'elle deviendra la nouvelle chef de l'opposition à M. Macron. Les derniers arrivants espèrent célébrer leur victoire, mais leur score de 35% ne suffira pas à les satisfaire. Déçu, oui. On attendait à mieux, oui. On n'attendait pas de gagner. On savait que le candidat du système, c'était Macron, qu'il y aurait un battage indécent qui a été fait à son égard. Donc on ne s'attendait pas à ce qu'un autre que Macron gagne. Pas d'humeur à faire la fête, nombre de militants quittent la soirée.
À l'intérieur, Marine Le Pen annonce une refonte de son parti. Les premières analyses arrivent. Tout le programme était quand même largement basé sur ces deux piliers, hein, c'est-à-dire voilà, on sort de l'Union européenne, on sort de l'euro. Les Français n'en voulaient pas et en fait ça a été un peu un référendum ce soir sur cette question-là à mon avis. Et donc voilà, ou bien on le prend en compte, la réaction des Français et leur choix qui est extrêmement clair, ou bien on ne le prend pas en compte et bon voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? 11 millions d'électeurs. Jamais autant de Français n'ont voté Front National, de quoi miser sur une vague bleu marine aux législatives. Et au soir de sa défaite, donc, Marine Le Pen a annoncé une transformation profonde de son parti. Guillaume Tourelle, vous êtes sur place en direct du QG de Marine Le Pen, rue du Faubourg Saint-Honoré, où se tient actuellement un bureau politique. Peut-on attendre des changements avant les élections législatives ? Non, il n'y aura aucune modification avant les élections législatives dans un mois. C'est un proche de Marine Le Pen qui me l'a confirmé ici ce matin. L'idée est de ne pas perturber les 11 millions d'électeurs qui ont fait confiance au FN dimanche et qui devront donc retrouver des candidats encartés au Front National, avec une nuance cette fois, une mention de plus, l'Alliance patriote et nationale qui sera commune aux candidats du Front National, mais également à leurs récents alliés de Debout la France. L'objectif est clair, tenter de devenir le premier parti d'opposition en France en entrant nettement au Parlement. Le congrès du Front National, lui, se tiendra à l'automne et c'est à ce moment-là que le parti de Marine Le Pen devrait changer de nom. Ce nouveau parti pourrait également assouplir sa politique concernant l'euro. C'est en tout cas ce qu'on tente de nous faire comprendre ici depuis ce matin. Merci Guillaume Tourelle. Et Marion Maréchal Le Pen, la députée FN du Vaucluse et nièce de Marine Le Pen, devrait annoncer demain qu'elle renonce à ses mandats. C'est ce qu'a révélé Libération cet après-midi. Elle abandonnerait aussi la présidence du groupe FN au Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Incarnant la ligne droitière du FN, on l'a dit souvent en conflit idéologique avec sa tante et son conseiller Florian Philippot. Elle est encore aujourd'hui la plus jeune députée à l'Assemblée nationale. Et on l'oublie souvent, mais aujourd'hui, le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Et il y a beaucoup été question d'Europe durant cette campagne. Elle aura marqué des différences profondes entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Et Marine Le Pen qui voulait sortir de l'euro, Emmanuel Macron qui, lui, voulait une candidature plus européenne. Donc, bonjour Carole Sauvage, cette question a été centrale durant la campagne. En effet, Emmanuel Macron en a fait un axe majeur de sa campagne et de son programme, et c'est même le seul des 11 candidats du premier tour à n'avoir jamais appelé à voter contre un traité pour la coopération européenne. Dans tous ces meetings, ses partisans étaient vivement encouragés à brandir des drapeaux européens aux 12 étoiles jaunes, et c'est au son de l'hymne européen qu'il a décidé d'arriver sur l'esplanade du Louvre dimanche soir. Le symbole ne pouvait échapper à personne, donc, et surtout pas à ses partenaires européens qui ont tous accueilli avec soulagement sa victoire. On peut donc dire que l'élection du candidat En Marche est aussi celle du camp pro-européen. Il a d'ores et déjà prévu de se rendre dès la semaine prochaine à Berlin pour rencontrer Angela Merkel, et il prévoit également une tournée dans toutes les capitales européennes d'ici l'été. Alors Carole, vous nous présentez une vision optimiste, sans obstacle, mais vous ne pouvez pas nier la montée des nationalismes et la lourdeur des institutions européennes. En effet, deux questions sont maintenant à l'ordre du jour d'Emmanuel Macron. Est-ce que son élection va réussir à réconcilier les Français avec l'Europe et inversement ? L'Europe soupire de soulagement après l'échec des populismes en Autriche, aux Pays-Bas et en France, mais on est à 40% d'eurosceptiques en France avec l'élection, si on additionne les électeurs de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Par ailleurs, les projets d'Emmanuel Macron pour l'Europe sont très ambitieux. Créer un ministre des Finances pour la zone euro, plus de transparence à Bruxelles, refondre une Europe sociale avec notamment la révision de la fameuse directive des travailleurs détachés, créer un parquet européen pour lutter plus efficacement contre le terrorisme,
combattre l'évasion fiscale et tant d'autres mesures prévues. Aura-t-il assez d'autorité pour les imposer en 5 ans à la bureaucratie européenne et ses lobbies ? Je vous donne rendez-vous dans 5 ans, Thibaut. Merci Carole Sauvage. Et dans le reste de l'actualité aujourd'hui, les salariés de l'usine Whirlpool à Amiens qui ont repris le travail ce matin. Ils avaient voté la fin de la grève vendredi après avoir trouvé un accord sur l'indemnité de départ et aussi le délai de leur congé de reclassement. Tom Rossi. 12 jours après le début de la grève, les salariés de Whirlpool se retrouvent pour reprendre le travail. Le soleil n'est toujours pas levé et dans le froid d'Amiens, l'heure n'est pas à l'enthousiasme. Moi j'ai plus envie d'y aller là-dedans. Ça fait 24 ans que je suis là, ça me dégoûte. L'accord il est là, mais on est viré quand même. On ferme quand même l'usine. Voilà. Vendredi, après 3 jours de négociations, les syndicats représentant le personnel ont signé un accord qui prévoit le licenciement des salariés. Ces derniers ont obtenu des indemnités pouvant atteindre jusqu'à 80 000 € et une enveloppe de 10 000 € pour la formation, mais pour certains, ce n'est pas le plus important. L'argent, c'est pas l'essentiel du plan, je pense, parce que bon, même s'il n'est pas négligeable, c'est tout ce qui est à côté qui est pas mal. Le congé de reclassement, c'est 30 mois, je crois. Ce conflit a fait irruption dans la campagne présidentielle et l'accord trouvé à 2 jours du second tour n'est pas un hasard pour les salariés. Est-ce qu'il y a eu une pression de la part de Macron pour pas avoir le dossier tout de suite en arrivant? Ça, il n'y a que lui qui le saura et des gens bien placés. Nous, voilà, il fallait signer vendredi soir, il fallait que ça soit à tout prix signé. Les premiers jours du nouveau président de la République seront donc scrutés. Maintenant, il va les respecter, ces engagements, puisqu'il doit revenir sur le site. Maintenant, on va l'attendre, avancer sur le dossier des repreneurs et tout le reste. Ces repreneurs potentiels seraient une quinzaine et ont jusqu'au 2 juin pour déposer leurs offres. Quoi qu'il en soit, l'entreprise sera délocalisée en Pologne le 1er juin 2018, laissant sur le côté 290 salariés. Et autant d'intérimaires. Cette fausse alerte aussi hier soir à la gare du Nord à Paris, après le doute d'une guichetière SNCF de Valenciennes. Elle pensait avoir vu 3 individus recherchés par la police en train de monter dans un train en direction de Paris. Une vaste opération policière s'en est suivie, donnant lieu à des scènes de panique. Le récit de Marie Le Chaplet. Les images d'un amateur montrent la confusion dans la gare. Les usagers sont priés d'évacuer la zone dans le calme pour que la BRI, la brigade de recherche, puisse fouiller un train en provenance de Valenciennes. On a été bouclés dans le train. Les forces de l'ordre sont venues nous faire sortir du train. On a été bouclés là au terminus et on a attendu jusqu'à temps qu'on nous libère. On a récupéré nos bagages et voilà. Un important dispositif de sécurité est immédiatement déployé. Fusil d'assaut à la main, les policiers ont envahi la zone. Accès à la gare par le parvis et bouches de métro ont été bouclés pendant 2 heures. C'est peu avant minuit que l'alerte est donnée. Quand je suis rentrée dans la gare, un mouvement de foule, des bruits, la police qui demandait d'évacuer, de dégager, de sortir. Donc tous les gens qui sortaient un peu au départ de tous les côtés. Moi, j'ai pas pu rentrer parce qu'ils ont tout de suite bloqué les issues pour rentrer à l'intérieur de la gare. On m'a dit qu'il y avait des gens suspects et qu'il fallait absolument partir. Finalement, aux alentours de 2 heures du matin, c'est sans résultat que cette opération de vérification a pris fin dans l'un des nœuds ferroviaires les plus importants de Paris. À Paris toujours, 1609 migrants ont été évacués de leur campement qui se trouvait porte de la Chapelle. Ce matin, on compte parmi eux 75 personnes considérées comme vulnérables, notamment des femmes et des mineurs isolés. Elles ont été orientées vers des structures d'hébergement, ce camp installé depuis plusieurs semaines autour d'un centre humanitaire. Il était principalement constitué d'Afghans, de Soudanais et d'Érythréens. Une avalanche a fait 3 morts ce matin à Bonneval-sur-Arc, en Savoie. Constance Bernauer, que sait-on de l'accident? Vous êtes sur place. Les 3 corps retrouvés seraient ceux de 2 skieurs randonneurs et d'un guide de haute montagne. Selon les enquêteurs, ils étaient en train de rejoindre le glacier vallonné et franchissaient une barre rocheuse. C'est alors que l'avalanche s'est déclenchée. À 10h30, l'alarme a été lancée par les CRS. Ils ont commencé les recherches à l'aide d'un hélicoptère. Elles ont continué dans l'après-midi. Les 3 corps ont été retrouvés. Alors qu'elles sont terminées, le maire de Bonneval-sur-Arc s'est exprimé. Le groupe de skieurs était bien seulement de 3 personnes. Il n'y a donc pas d'autres victimes à déclarer.
Merci Constance Bernauer. Un braquage a eu lieu ce midi dans une horlogerie située rue Marbeuf dans le 8e arrondissement parisien. Vous le voyez sur ces images d'amateurs, un braquage important. Un homme armé d'une crosse a frappé un employé de cette boutique avant de prendre la fuite sur un 2 roues. La présence d'un éventuel complice au volant du véhicule est évoquée par des sources policières. Le butin est estimé entre 800 et 900 000 euros. À l'international, d'autres inondations dans la moitié est du Canada. La faute à l'effondrement de 3 digues au nord de Montréal. L'état d'urgence a été décrété par les autorités. Sur place, des milliers d'habitants sont sinistrés. Morgane Bonnat. 2500 maisons sous l'eau dans 146 localités. 9 municipalités sont en état d'urgence. Le Canada n'avait pas subi de telles inondations depuis environ 40 ans. Après un hiver rigoureux, la fonte des neiges et les pluies torrentielles ont provoqué la crue de la rivière des Outaouais. Près d'Ottawa, où l'affluent a atteint le niveau record de 60 mètres au-dessus du niveau de la mer, la ville de Gatineau a été particulièrement touchée. Plus de 700 personnes ont été évacuées. On n'a pas assez d'aide. Et on ne sait pas où est l'armée. C'est horrible, horrible. Je vais perdre ma maison. L'armée est déployée pour aider les services de sécurité civile. Plus de 1000 soldats contribuent au renforcement préventif des digues. Ponts et routes ont été coupés. Dans la province francophone, au moins 400 axes routiers étaient impraticables encore hier soir. Un fonds d'aide aux sinistrés va être mis en place. Québec y injectera 500 000 $. Et dans le reste de l'actualité, toujours à l'étranger, le président palestinien Mahmoud Abbas a dit qu'il allait prochainement recevoir Donald Trump sur les territoires palestiniens. À cette occasion, il a déclaré qu'il pourrait également rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou si cette rencontre se fait sous le parrainage du président américain. Et un nouveau président aussi pour la Corée du Sud, il s'appelle Moon Jae-in, un ancien avocat spécialisé dans les droits de l'homme. Il remporte largement l'élection selon les premières estimations avec plus de 40% des voix. Le président succède à la présidente Park Geun-hye qui avait été destituée après un scandale de corruption dans le pays. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a catégoriquement rejeté la tenue éventuelle sur le sol allemand d'un référendum turc sur la peine de mort pour les ressortissants turcs. Près d'1,5 million de personnes turques vivent en Allemagne, une communauté très importante, un désaccord qui renforce les tensions entre les deux pays. Et retour en France pour parler d'un fléau, la maigreur des mannequins. Depuis que la loi santé est entrée en vigueur vendredi, les mannequins doivent obtenir un certificat médical pour travailler et les images photoshopées devront à partir du 1er octobre porter la mention photographie retouchée. Alors comment le monde de la mode peut-il s'adapter à ces nouvelles mesures? Élément de réponse avec Tom Woodstock et Morgane Bonnat. Des podiums au magazine, elles incarnent la beauté. Une perfection dangereuse selon le législateur. À la rentrée, les images retouchées seront signalées au public. Une atteinte à la création des photographes, estiment leurs représentants. Je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Le travail d'un photographe, il est là pour sublimer le mannequin et rendre l'image possible, la beauté possible, et de faire rêver un peu tout le monde. Donc il ne faut pas tout mélanger. La loi de santé s'attaque à l'idéal de minceur des photos de mode. Les images où la silhouette du modèle est modifiée porteront la mention retouchée. Une disposition absurde pour les agences de mannequins. D'abord, c'est prendre les gens pour des idiots. On voit bien sur certaines photos que c'est juste impossible. On voit bien sur certaines photos, et on le sait, tout le monde le sait que c'est retouché. Mais là encore, ça nous ramène à un sujet qui est un sujet médical, qui est un sujet de société, et qui ne peut pas être un sujet qui s'adresse seulement à la mode. La mode, elle fait ça, elle fait de l'image, elle fait des choses bizarres, différentes. Souvenez-vous des pubs de Grace Jones. Prévenir les troubles alimentaires et promouvoir la santé, côté médecins, les nutritionnistes sont soulagés de voir le texte enfin appliqué. L'image qui est renvoyée est une image qui est intégrée comme un idéal de minceur pour toutes nos jeunes filles, avec parfois un comportement alimentaire qui peut être complètement déstructuré, modifié, altéré, avec des répercussions potentielles avec des vraies maladies, notamment l'anorexie mentale. Selon ses partisans, la mesure contribuera à briser ce fantasme de perfection chez le public. Si les publicitaires bafouent la loi, ils risqueront jusqu'à 37 000 € d'amende.
Passons maintenant à notre chronique éco avec Colline Vasquez. Bonjour Colline. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler des minimums de cartes bancaires. Pourquoi est-ce qu'on ne peut toujours pas payer par carte à partir d'€1 ? Eh bien, c'est à cause des banques. Parce que quand vous payez une transaction par carte bancaire, le commerçant doit payer des frais à sa banque. Imaginez que vous êtes à la terrasse d'un café. Vous commandez une grenadine, elle coûte 3€, vous n'avez pas de liquide et vous souhaitez payer par carte bancaire. Mais le commerçant refuse. Pourquoi ? Parce que sur ces 3€, il va payer une commission à sa banque. Et cette commission, elle sert en partie à payer les frais de gestion et lutter contre la fraude. Alors pourquoi cette commission pose problème ? Alors pour comprendre, il faut savoir que cette commission se divise en 2 parties. D'un côté, la part fixe, de l'autre, la part variable. La part variable, elle est déterminée par l'État. Le gouvernement l'a d'ailleurs diminuée en 2015. Mais la part fixe, elle est déterminée par les banques et souvent au détriment du commerçant. En 2015, le ministre de l'économie et des finances, Michel Sapin, a demandé aux banques qu'elles diminuent le pourcentage prélevé par cette part fixe. Le but, permettre aux commerçants d'élargir le paiement par carte bancaire. Et est-ce qu'il existe aujourd'hui une loi qui obligerait le commerçant à accepter ce paiement par carte bancaire ? Non, en aucun cas. Un commerçant peut tout à fait refuser un paiement par carte bancaire, comme il a tout à fait le droit d'imposer un minimum pour ce type de paiement. Sans compter que nous n'avons aucun chiffre pour savoir si les banques ont joué le jeu et si elles ont diminué le pourcentage de la part fixe. Seule certitude, le nombre de transactions par carte bancaire n'a augmenté que d'1,5% entre 2015 et 2016. Merci à vous, Colline Vasquez. Et peut-être bientôt que sans plafond de carte, vous pourrez payer la meilleure baguette de Paris en sans contact. Elle se trouve cette année dans une boulangerie du 13e arrondissement parisien. Valentin Leroux et sa amie Lola Baudin-Adriaco sont allés casser la croûte. Parmi les 141 baguettes en compétition, la meilleure se mange à la boulangerie Brun rue Tolbiac dans le 13e arrondissement. Son créateur en est très fier. On a repris ça il y a 3 ans et depuis hier, grand événement, premier de la baguette de Paris, donc on est encore sur notre petit nuage. Un accomplissement pour cet ancien restaurateur qui s'est reconverti il y a 7 ans dans la boulangerie. Gérée par sa femme et son beau-frère, l'entreprise familiale redouble d'efforts pour accueillir les nombreux clients venus ce matin. Parce que je trouvais ce monsieur très humble face à ce prix qui est valorisant et je suis venu pour le féliciter. Le secret de cette baguette croustillante, c'est avant tout la qualité des produits. Alors moi je travaille avec du levain liquide. Le fait de les cuire quand même assez cuites, on a tout l'arôme un petit peu de cette tradition et c'est vrai qu'on a beaucoup de clients en fin de compte qui viennent et qui reviennent tous les jours parce qu'elle a du goût, c'est vraiment une baguette de tradition qui a du goût. L'autre grand privilège du concours, Samy Bouatour devra servir cette baguette aux futurs locataires de l'Élysée. J'oublie pas quand même que j'ai à peu près 1000 clients à servir tous les jours, ça reste quand même ma priorité. Même si l'Élysée, c'est la petite cerise sur le gâteau, j'essaie quand même de me décarcasser pour mes 1000 clients que je fais tous les jours au quotidien. Pas de doute, Samy Bouatour est exigeant et il a encore du pain sur la planche. Et c'est un peu leur pain à eux, les chips. Les Japonais en raffolent, mais depuis quelques jours, impossible de trouver un seul paquet dans les magasins. La faute à une pénurie de pommes de terre qui fait flamber les prix dans le pays. Lola Baudin-Adriaco. Au pays du soleil levant, les Nippons en ont gros sur la patate. Leur snack favori a été retiré des ventes. Mes chips préférés ont disparu, c'est inacceptable. Moi j'adore les chips, je trouve scandaleux qu'il n'y en ait plus. Ça me fait vraiment de la peine. Il faut que mes chips à la tomate reviennent. Faute de pommes de terre, les spécialistes des encas japonais n'ont plus de quoi produire. Beaucoup de nos marques japonaises de chips ont décidé de suspendre, voire d'annuler leurs ventes. Face à cette pénurie, les consommateurs crient leur désarroi sur Twitter et prennent en photo leurs supermarchés désertés. Depuis le mois d'avril, l'emblématique marque Colby a arrêté de produire une trentaine de variétés de chips. Les commerçants peinent à combler les étalages. Normalement, ce rayon est rempli de paquets de chips. Là, du coup, j'ai dû remplacer par d'autres produits.
En août 2016, l'île d'Hokkaido a subi 2 typhons ravageurs. Or, c'est la région qui produit 80% des tubercules japonais. Les marques ne voulant pas se résoudre à importer, il n'y a plus assez de pommes de terre pour faire des chips. De quoi faire scandale dans un pays adepte de la consommation de snacks en tout genre. Et donc des chips. Certains ont même fait le plein pour ne pas en manquer. Je savais qu'on allait avoir un problème. J'ai donc décidé de faire des réserves. D'autres profitent de la pénurie ambiante pour vendre sur Internet quelques-uns des produits disparus des rayons des supermarchés. Les prix sont dingues, incroyables. Il y a du monde pour acheter aux enchères. Regardez comme les prix grimpent. Ce paquet de chips goût pizza potato disparu des supermarchés se négocie 3000 yens sur Internet, l'équivalent de 27 €. La production devrait bientôt reprendre, l'enjeu est de taille dans ce pays où la chips vaut de l'or. Et merci Lola pour ce sujet craquant. Grosse satisfaction pour les fans de rock, un groupe mythique pour le nouveau Racing 92. Les Rolling Stones inaugureront à la rentrée la nouvelle enceinte qui peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Valentin Leroux. Immense satisfaction pour les fans de rock. Ce sont les Rolling Stones qui ont été choisis pour inaugurer la U-Arena, le nouveau temple parisien de la musique. Les papis du rock'n'roll s'arrêteront dans la capitale française pour 2 dates événements, le 19 et le 22 octobre prochain. La U-Arena est située dans le quartier d'affaires de la Défense. Ce stade hébergera aussi les matchs de l'équipe de rugby du Racing 92. Pouvant accueillir jusqu'à 400 000 spectateurs, la salle pourrait devenir une sérieuse concurrente à l'Accor Hotel Arena, actuellement le plus grand complexe musical couvert à Paris. The Rolling Stones! Mick Jagger promet un retour sans filtre, et ça tombe bien puisque No Filter est justement le nom donné à cette nouvelle tournée européenne. En plus des plus grands tubes du groupe, les sexagénaires joueront aussi leur album de reprise de blues sorti l'année dernière. Les billets seront mis en vente le 17 mai prochain. Et un nouveau film mythique prochainement dans les salles, la suite de Blade Runner 2049. La suite du célèbre film de science-fiction de Ridley Scott sorti en 1982. Harrison Ford y interprétait un policier chargé de neutraliser des robots humanoïdes en révolte. Cette fois-ci, c'est le Canadien Denis Villeneuve qui sera à la réalisation, Ryan Gosling ou encore Jared Leto au casting. On regarde un extrait de la bande-annonce sortie hier. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. They know you're here. I always told you. You're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. Et rendez-vous dans les salles en octobre prochain. En sport, Monaco affronte ce soir la Juventus de Turin en demi-finale retour de la Ligue des Champions sur la pelouse italienne. Malgré une compétition difficile, les Monégasques veulent encore y croire, l'aura du lieu. Continuer de briller coûte que coûte. Ce soir, Monaco n'a pas d'autre choix que d'offrir du grand spectacle. Pour cette demi-finale retour de Ligue des Champions face à la Juventus de Turin, le club monégasque croit encore au miracle après sa défaite 2-0 lors du match aller. On est toujours prêt. Après, comme j'ai dit la dernière fois, tout est possible dans le football et on va aller là-bas dans l'optique de se qualifier, donc on va tout donner. Oui, il faut y croire. Voilà, chaque match a sa vérité. On a perdu par 2 buts d'écart. Je pense qu'il y a la place de les embêter chez eux. Donc on va partir en se disant qu'on est capable de gagner ce match là-bas. On sait qu'après le match qu'on a fait à la maison, c'est pas facile de passer, de jouer la finale.
Mais toute l'équipe et tout l'effectif, on croit que c'est possible encore, même si c'est très difficile, il faut croire. Côté stratégie, les joueurs misent tous sur une technique solide et des prises de risques. On s'est attaqué avec la fougue, l'insouciance de la jeunesse. On va essayer de les mettre à mal et on va voir ce que ça va donner parce que c'est une bonne équipe et elle l'a montré au match aller. Il faudra prendre des risques. Je pense que si au match aller, on en a pris, mais là, on connaît la rigueur défensive de la Juventus. Ça n'a pas été facile de trouver des espaces, mais on a réussi à se créer des occasions, donc je suis sûr qu'on réussira à s'en créer au match retour. Reste à faire de leur jeunesse une force contre les Turinois pour enfin entrer dans la cour des grands. Et eux, ils sont déjà dans la cour des grands, mais ils y volent aussi. Plombiers, électriciens et artificiers, on les appelle les cordistes, des métiers très physiques. Ils se sont retrouvés à Bagneux en fin de semaine dernière pour la 7e édition du championnat de France. Marie Le Chaplet et Colline Vasquez y étaient. Leur quotidien, côtoyer le ciel. Mais depuis hier, des cordistes professionnels sont réunis dans le plus petit cirque du monde de Bagneux. Seule condition pour participer, être diplômé du BTP et savoir monter à la corde. Alors on avait 70 inscrits hier pour les qualifications et on a retenu aujourd'hui donc, pour ces masters les 32 meilleurs et les 4 meilleures entreprises puisque cet après-midi on aura en finale des épreuves par équipe. Les concurrents doivent se différencier sur 4 épreuves, progression artificielle, parcours varié sur corde, levage de charge et nettoyage de vitres. Cette épreuve se déroule dehors et pour beaucoup c'est la plus difficile. Il faut allier rapidité et précision avec en plus un seau de 12 kg accroché à son corps. Plus l'eau déborde, plus les points s'écoulent. Pour certains, le partage d'une passion reste le cœur de l'événement. Je viens ici parce que en fait, c'est une compétition sportive qui allie loisirs et travail. Donc en fait, c'est très intéressant de pouvoir venir ici rencontrer les professionnels du métier, en fait. Voilà. Échanger sur les techniques, les nouveautés et puis simplement aussi s'amuser entre collègues voilà, de manière sportive. Pour d'autres, en revanche, la pression de la compétition a tendance à prendre le dessus. Ah, c'était pas terrible. Je me suis emmêlé les pinceaux un petit peu. Avec le stress, on mélange les manipes, alors... Mais il y a une chose sur laquelle on ne lésine pas, la sécurité. Elle est vitale pour ces hommes qui montent ici jusqu'à 28 mètres de haut. Et un autre exploit, celui-là, celui de Pascal Pitch. Il a parcouru sans s'arrêter 3157 km. À vélo d'appartement, la performance a duré 6 jours. Il a passé la ligne d'arrivée virtuelle lundi à la Foire de Paris sous les encouragements de Michel Drucker, un autre fan de vélo, donc vivement le prochain record. Et maintenant, on retrouve la météo avec vous, Tom Windenstock. Bonjour Tom. Bonjour Thibaut. Ça va souffler demain. Effectivement, surtout en Nouvelle-Calédonie où des pointes de vent Nouvelle-Calédonie, UVA et Lille. Où il y aura des pointes de vent entre 150 et 180 km/h qui soufflent sur les 3 îles. Un cyclone de force 4 sur 5 du tendre nom de Donna qui a entraîné la fermeture des écoles, l'amarrage des bateaux et l'apparition d'un démon celtique qui réclame un sandwich au poireau. Interdiction de circuler, la population est donc appelée à la plus grande vigilance. Demain, temps similaire en France, puisqu'un vent de 5 km/h soufflera sur Strasbourg toute la journée. Non, plus sérieusement, le temps sera clair dans le nord et l'est du pays, avec un ciel bleu de la Normandie jusqu'au Rhône-Alpes. Dans le quart sud-ouest, des pluies s'annonceront en début d'après-midi. De la grêle pourrait même tomber sur l'extrême sud-ouest. Pour ceux qui abordent la grisaille, le TGV Pau-Paris de 15h05 est à 50 € avec la carte senior. De leur côté, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, les habitants pourront croire à l'apocalypse, puisque quelques nuages couvriront le ciel méditerranéen. Et du côté des températures, Tom ? Niveau température, même les éditorialistes ne s'y seraient pas trompés. Elles iront de 12 degrés à Lille jusqu'à 19 degrés à Marseille dans la matinée. Dans l'après-midi, il fera 19 degrés à Hénin-Beaumont, 18 degrés à Béziers et 19 à Fréjus. 17 millions de degrés dans le fin fond de l'enfer. Nous saluons Satan au passage, dont on sait qu'il nous regarde. Et la nuit tombée, la brise sera-t-elle douce ? Pas dans l'ouest, Thibaut. Là-bas, des intempéries remonteront vers le nord dès 17h, mais nous serons en milieu de semaine et à cette heure tardive, seuls les irresponsables s'en iront s'amuser dehors. Demain, nous fêterons les Solanges, mais comme chaque jour, ça n'intéresse que les intéressés. À demain. Merci Tom, à demain. Heureusement qu'on ne vous confie pas la météo tous les jours. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis.
Dans quelques instants, votre téléfilm Joséphine versus Alien, un téléfilm où Mimimati se bat contre une invasion d'extraterrestres dans le sud de la France. Demain, vous serez en compagnie de Colline Vasquez à la présentation. Bonne soirée sur IFP TV.